Merci Zouher pour l'intervention, pour l'appel aussi, parce que là je pense que c'est un appel industriel vers une collaboration à grande échelle. Alors j'invite avec moi, non on reste, on va prendre les fauteuils qui sont là, ils n'ont pas été utilisés de la journée, on va les utiliser. J'invite avec moi, c'est Zouher, installez-vous, c'est la Sony, c'est Barbi, Rachid Barbi. Et qui d'autre? Est-ce qu'on a encore des intervenants? Je pense que Dalil Mchat. Ah oui, ok. Non, Ahmed, désolé. Et moi-même. Donc on va essayer d'animer un mini panel dans lequel maintenant c'est à vous, la parole est à vous. On est pour répondre aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bien, j'ai même pas eu l'occasion de chercher. Alors. Vous vous présentez rapidement et puis la question. Salut, Mohamed Touarka, élève de l'INSIAS. J'ai juste un petit questionnement concernant l'éthique de l'intelligence artificielle. La question qui se pose toujours, c'est est-ce que l'intelligence artificielle présente certains risques concernant vis-à-vis l'humanité. Peut-être que la question qui doit être posée, c'est à quel point on va nous se permettre d'exclure les maillons faibles de notre société. Parce que d'un certain point de vue, c'est une fatalité que les faibles vont être exclus. Peut-être que ça a été toujours comme ça. L'humanité a pu survivre jusqu'à présent qu'en négligeant les faibles et en se préoccupant que des forts, peut-être. Et dans cette optique, je me permets légèrement de culpabiliser la communauté scientifique légèrement parce que je vois qu'il y a une certaine naïveté quant aux scientifiques. Peut-être vu leur passion et leurs ambitions honnêtes, ils négligent le contexte socio-politique et se mènent dans leurs recherches. Et je pense que toujours la cyclicité historique prenne toujours le dessus, vu que n'importe quel aboutissement, progrès scientifique, mis à part son élégance, finit toujours par être exploité de la manière la plus cruelle qu'il soit. Donc je me pose une question, est-ce que les scientifiques peuvent s'assurer que leur travail ne sera pas exploité par les lobbies politiques et économiques? Merci. Je retiens une chose, il y a face à l'humanité, moi j'ai envie de dire que même l'humain c'est dangereux pour l'humanité. Jusque-là on a très bien fait les guerres sans besoin d'IA, donc si ça continue. On prendra une deuxième question, puis on essaiera de... Je pense qu'il y en avait une troisième. On prendra 3 questions, on répondra, puis après on prendra une deuxième série. Une première question, en fait, c'est juste, c'est Hassouni, donc vous avez présenté votre première application sur l'agriculture, et donc c'est d'essayer en fait de détecter les maladies. Est-ce que vous avez testé ça sur une seule variété de tomates ou plusieurs variétés de tomates? Parce que qui dit une variété différente, ils n'ont pas le même comportement vis-à-vis, en fait, il peut exister une qui est beaucoup plus résistante par rapport à une maladie qu'une autre. Et la deuxième question, c'est lié au fait que, est-ce que j'arrive à détecter la maladie les premiers signes de la maladie? C'est pas, j'attends jusqu'à ce que la qualité de l'image et que la détection soit correcte.
Et à ce niveau-là, je peux rendre le modèle et les performants. Donc, c'est-à-dire la détection précoce permet en fait de mieux guérir en fait, de choisir quel pesticide il faut utiliser, et on peut réduire les pertes. Une autre question beaucoup plus technique, en fait, vous avez travaillé sur un dataset de l'ordre de 7000 images avec des réseaux profonds. Une première question, 7000, c'est pas un dataset assez riche. Donc on se demande, est-ce que derrière il y a une forme de dépendance entre puisqu'on a simplifié, on a travaillé sur une seule variété qui fait que on arrive à détecter les 10 classes que vous avez citées. C'est une question je me pose en fait sans cesse. Aujourd'hui on a beaucoup de besoin de plusieurs d'enregistrement de données en fait pour que l'algorithme derrière permet en fait de me donner une meilleure prédiction. Merci. Merci. Donc, je remercie l'INSIAS par rapport à l'organisation de cette 7e édition. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Et j'ai une petite question. Donc, je me présente, c'est Madame Rabia Amroubi, enseignante-chercheur à l'INPT et chef de filière Advanced Software for Digital Services, nouvellement, bien sûr, accrédité par l'ANEAC. Ma question, durant toute la matinée et l'après-midi, j'ai bien suivi, j'ai beaucoup appris. Seulement, il y a une chose qui n'a pas été traité, peut-être c'est évident pour vous, mais il y a beaucoup de risques par rapport à l'aspect réglementaire. Autrement dit, bien sûr vous connaissez très bien la loi 0908, les données à caractère personnel, et l'intelligence artificielle ou autre domaine qui va traiter normalement les données confidentielles ou bien à caractère personnel. Est-ce que vous avez prévu, surtout par rapport aux solutions qui ont été déjà proposées, qui touchent cet aspect à la partie traitement des données à caractère personnel, pour dire, voilà, by design, by default. Y a-t-il la possibilité actuellement de trouver des solutions? Oui, techniquement, c'est faisable, parce que techniquement, en matière d'algorithmique, en matière d'ingénierie, en matière des tendances de IT, c'est faisable. Maintenant, réglementairement, est-ce qu'il existe des solutions qui respectent ça? Là où le client final, moi en tant que qui va alimenter les grandes bases de données, à un moment donné, je suis sûr que mes données sont sécurisées, à un moment donné, et vous n'allez pas, en tant qu'entreprise, avec toute l'évolution que vous voulez faire, ne tombez pas sur des choses telles qu'elle a été faite, par exemple, par rapport à la partie de Facebook dernièrement, bien sûr, qu'on a connue. Il y a ce moment-là, nos ingénieurs, s'ils vont penser demain à une solution IT, by design, by default. Merci. Merci. Donc, je pense qu'on va enchaîner sur cette dernière question. On va la traiter d'abord et je vais en profiter. Si vous avez présenté le cas de la CNSS, enfin des données médicaux, c'est Rachid Baharbi, vous aussi tout à l'heure, vous avez parlé mais le SI hospitalier aussi, ça m'a interpellé. Quid justement de la gestion des données personnelles? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une phase d'anonymisation? Donc là, la question, je pense que vous deux, vous pouvez très bien traiter cette question en duo. Si Zuhair. Merci Salah. Moi je pense que la question est effectivement pertinente. Encore une fois, l'intelligence artificielle, sauf dans le cas de la partie marketing, du volet marketing où on personnalise des offres par rapport à des clients, elle n'a pas besoin de données personnelles. Elle a besoin de données étiquetées qui peuvent être complètement anonymes. Donc généralement, on passe par des étapes d'anonymisation de la donnée, c'est-à-dire on prend le référentiel client et on l'anonymise, bien sûr tout en gardant l'information avec un identifiant unique. Et donc ça permet justement de s'affranchir de cette contrainte. Encore une fois, sauf pour les solutions d'intelligence artificielle dans le domaine marketing, donc les chatbots par exemple commerciaux qui vont dialoguer avec le client, qui vont devoir récupérer des informations sur leur profil, etc. Dans les autres cas, si je prends le cas médical, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans d'autres domaines, on n'a pas besoin réellement de l'information sur le dossier de maladie, il est rapporté par rapport à quel patient. On a besoin juste de savoir qu'il y a une maladie, qu'il y a un dossier qui a été déposé, que ce dossier concerne tel type de maladie, que le traitement qui a été préconisé est tel type de traitement. Voilà, donc c'est une information anonymisée. Je ne sais pas si on peut répondre à d'autres questions.
Ok. Et alors, juste par rapport à la première question, et je me permets, je suis désolé, je vais être un peu violent, mais, mais il le faut. Je pense qu'on a malheureusement toujours cette tendance. Cette même conférence, si elle a été tenue en Corée du Sud ou au Japon, on n'aura jamais posé la question du risque. Le risque existe dans toute innovation, dans tout domaine, par nature. Internet comprenait énormément de risques. Et le risque vient d'abord de l'humain plutôt que de la technologie. La technologie, elle est sur le principe neutre, on va dire, en termes de risque. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut éviter, à mon sens, de se concentrer sur... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas des questions d'éthique, etc. Mais le vrai danger aujourd'hui qu'on a, c'est de ne pas y être. C'est de ne pas être dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est le vrai danger. Après, que l'intelligence artificielle ait des conséquences, ça c'est évident. Même la révolution industrielle, quand il y a eu les machines, ça a eu des conséquences sur les emplois, ça a eu des conséquences sur les comportements, ça a eu des conséquences sur la responsabilisation. Qui a la responsabilité si une machine produit un mauvais produit? Donc, toutes ces questions peuvent être posées et légitimement. Mais sauf qu'à mon sens, la vraie priorité aujourd'hui, c'est d'abord d'être dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne l'est pas encore. Merci, c'est Rachid. Vous pouvez prendre la question que vous voulez, mais là, j'ai pensé systématiquement à vous pour l'aspect... parce que vous êtes dans l'assurance aussi, il peut y avoir un aspect données personnelles à gérer. Merci pour cette question. En fait, comme vous le savez, maintenant, en 2009, je crois que c'était la loi 0908, c'était la date de la mise en conformité. En fait, toutes les assurances, toutes les compagnies d'assurance, et les intermédiaires, bien sûr, plus d'autres sociétés, tous ceux qui manipulent les données sont obligés d'être conformes à la loi 0908. C'est vrai, l'aspect confidentialité est là. Mais là, jusqu'à présent, on n'est pas encore sur le open data. On traite des informations de nos clients, bien sûr qui ne sont pas pour l'instant anonymisées en interne, parce qu'on a des systèmes de sécurité, comme vous le savez, donc, dans n'importe quelle société. Donc on sécurise nos bases de données. Mais du moment pour l'instant qu'ils ne sont pas encore dans un système d'open data, il n'y a pas ce risque. Mais par contre, quand on veut passer à un système d'une plateforme, on a parlé tout à l'heure d'une plateforme dont l'objectif c'est de partager ces informations, M. Zouhair l'a bien souligné, c'est les données pour déterminer par exemple un risque ou déterminer un taux, par exemple d'une certaine maladie, ou bien de déterminer le nombre de personnes qui sont atteintes par type de maladie ou par région, on n'a pas besoin de nom de personnes. Donc ces données vont être bien sûr sécurisées, sont anonymisées, donc il y aura juste des codes qui ne vont pas bien sûr être à la base de reconnaître une personne ou telle région. Par contre, la deuxième partie de votre question, c'est que Salah, c'est concernant le e-patient. Donc déjà il y a des pays qui ont déjà travaillé avec ce système. Donc bien sûr la partie cybersécurité, donc comme vous l'avez dit, le risque zéro n'existe pas. Donc dans n'importe quel projet, quand on travaille sur un projet, parmi les choses, la thématique qu'on traite depuis le début, avant le démarrage même de projet, il y a une cellule, une organisation qui s'occupe de la partie risque. Donc est-ce qu'il y a des risques à éviter, des risques à minimiser, des risques à transférer vers l'assurance ou bien vers d'autres partenaires ou d'autres prestataires. Mais cela n'annule pas que, c'est-à-dire il faut avancer. Sinon, surtout pour nos jeunes, à chaque fois on parle il y a un risque. Quand vous prenez la voiture, est-ce qu'il n'y a pas de risque de prendre une voiture? Si on s'accroche au risque, on ne va rien faire, on ne va pas avancer. D'ailleurs, c'est parmi les choses qui ont freiné, je crois, le développement dans notre pays. Il y a pas mal de choses, pas mal d'opportunités qu'on n'a pas pu saisir à cause des risques. Et malheureusement là, j'aime pas dire le mot j'aime pas l'utiliser, c'est peut-être une question de culture aussi. On voit par exemple, je prends juste le problème du Maroc, à chaque fois on parle de problèmes de grève, de problèmes de demandeurs d'emploi, et pourquoi on pense toujours au salariat? Pourquoi on pense au gouvernement qui va nous donner du travail? Donc il faut, je crois que c'est le rôle de nous tous, surtout des enseignants dans les écoles. On ne nous a pas appris, dès nos jeunes âges, l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre, il faut aller devant. Ça c'est parmi les rôles de l'OSIM, on a parlé de l'action update, c'est dans les deux sens. C'est essayer de créer d'ailleurs, parmi les missions d'Innovating, c'est vous êtes ingénieur, des futurs ingénieurs, ne pensez pas automatiquement. Peut-être dans un premier temps pour des stages, pour avoir de la compétence, pour expérimenter, pour avoir un retour sur expérience,
Mais essayez dès le début de penser entrepreneuriat. 2-3 ingénieurs, vous pouvez lancer une petite affaire, une start-up. Et vous connaissez tous l'histoire des Steve Jobs et des Zuckerberg. Ils ont démarré de rien. Merci. Moi, j'ajouterais peut-être aussi les opportunités, parce que je donne un exemple très simple. Google, dernièrement, a utilisé de l'intelligence artificielle pour optimiser sa gestion de l'énergie dans les data centers. Et donc, en fait, elle a réussi à baisser de 30% sa consommation énergétique. Et l'objectif maintenant de Google, des mêmes équipes qui ont dit intelligence artificielle pour l'énergie, ils ont dit tiens, on va faire la même chose mais pour une ville. Et les distributeurs d'énergie à Londres, ils se sont amusés, ils ont dit ouais mais on verra bien ce que ça va donner, etc. Mais justement, on verra bien ce que ça va donner, on verra. Je rebondis sur l'histoire de l'open data. Je pense qu'effectivement, il y a une loi 0908 qui oblige au respect des données personnelles, mais il y a une constitution qui oblige les institutions à donner cette open data. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, bien sûr, ce n'est pas encore une loi, mais il faut que ça s'applique, mais il faut prendre les lois, les opportunités, les réglementations pour ce qu'elles sont, et sur tous les volets. Dernièrement, on a eu le cas de l'ONCF qui a perdu ses données. Alors ils disent c'est pas nos données, le hacker de l'autre côté il dit non c'est vos données, voilà la démarche. Mais je pense que la meilleure façon de répondre à ce type d'attaque, si c'est une attaque, c'est de donner les données. Je veux dire, de mettre un système en open data et dire voilà, nos données c'est celles-là, c'est pas celles qui sont présentées. Et là, les opportunités à exploiter ces données publiquement, légalement, vont apparaître. Aujourd'hui, une ville comme Londres, elle a, je veux dire, Rabat ou la Casa n'est pas plus sécuritaire que Londres. Les données publiques du transport londonien, elles sont open data. C'est-à-dire vous pouvez télécharger les arrivées, les départs des trains, des gares. Non, c'est pas les données. Non, je veux dire, il ne faut pas juste s'accrocher à un volet de la loi. C'est-à-dire, il y a une loi qui parle des données à caractère personnel, mais il y a d'autres bonnes pratiques qui parlent de la mise en disposition. Mais en fait, quand tu es obligé de mettre à disposition tes données, tu réfléchis en interne des données à caractère personnel. Tu ne les laisses pas quelque part jusqu'à ce qu'il y arrive un malheur. Question peut-être. Oui, en fait, c'est une question qui rejoint le panel, en fait, le sujet du panel. Bon, maintenant, on a un panel où il y a 2 professeurs, directeurs de laboratoire, directeurs de système d'information, représentants des grands utilisateurs, un jeune et très prometteur entrepreneur, une famille d'entrepreneurs. Comment faire pour que l'intelligence artificielle soit vraiment le pilier de l'innovation? Parce que tout le monde maintenant nous dit c'est pas une menace, c'est pas une opportunité, c'est une réalité. Mais il faudra transformer l'essai, comme disent les rugbymen. Maintenant, il faut transformer. Et le transformer, c'est que nos jeunes doctorants puissent créer leur start-up, puissent créer leur propre emploi, vous l'avez dit d'une autre manière, créer de la richesse. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est pour créer de la richesse. Ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour le luxe. Il faudra aller vers cette création. Alors, par rapport à vos expériences, votre point de vue, votre perspective, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui peut influencer? Quel conseil vous pouvez donner à un centre tel que le nôtre, auquel nous appartenons tous, en tant que professeurs associés ou simples citoyens? Comment vous pouvez, quelles sont les recommandations, bien, quelles sont les limites que vous avez senties lorsqu'il faudra transformer cet essai? Voilà, c'est-à-dire, c'est pour que nos juniors ne puissent pas tomber dans les mêmes pièges que nos autres. Nous, on fait des conférences, on essaie de booster, mais eux doivent créer et en profiter et faire profiter leur pays. Merci. On prendra juste peut-être les 2 dernières questions les 2 premières. L'éthique et les tomates. Bon, voilà, donc peut-être que la question de Sibounabed, donc il rejoint un petit peu en fait la question qui a été posée tout à l'heure. Voilà, bon, parce que le problème en fait de confidentialité, le problème en fait de la data, de sa disponibilité, c'est un problème très bloquant. D'ailleurs, en fait, les projets qui ont été présentés tout à l'heure en fait par CEHIR, bon, moi aussi j'ai essayé en fait de faire sortir en fait un peu ce qu'on est en train de faire dans les laboratoires de recherche et essayer de l'appliquer en fait au niveau du marché.
Par exemple, j'ai eu une expérience dernièrement avec le CHU. On a proposé en fait une plateforme d'études de faisabilité qu'on peut vraiment modéliser leurs problèmes de gestion de ressources, de planification, etc., pour pouvoir améliorer un petit peu le métier. Mais le problème bloquant, c'était toujours en fait cette confidentialité, cette disponibilité de data, cette ouverture qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et je vois, personnellement, moi, le problème, ce n'est pas un problème de réglementation, parce que la réglementation, elle est là. C'est un problème d'application, de méfiance, de confiance, qui n'est voilà, en fait, des acteurs politiques, peut-être en fait, les élites, peut-être qui ne suivent pas encore en fait cette vague, cette évolution, et ces opportunités qui sont en train de s'ouvrir. Donc, voilà, peut-être la première chose qui peut se faire, c'est déjà en fait penser à une plateforme voilà, d'intelligence artificielle, donc qui va regrouper aussi bien la data, aussi bien les technologies, aussi bien en fait ce qu'on est en train de développer au niveau des laboratoires de recherche, au niveau des universités, aussi bien les compétences qu'on est en train de former, parce que malheureusement en fait on développe et on forme une compétence. Parfois on constate que c'est pas forcément pour le Maroc, parce qu'ils sont embauchés ailleurs. Bon, la moitié par exemple des ingénieurs qui sont formés en data science ou par exemple en ingénierie de données, je parle de l'INSEA, donc ils partent donc en Europe, en France, au Canada, etc. Et c'est vraiment malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment un écosystème marocain. Il n'y a pas un écosystème marocain. Et ça, c'est... Voilà, donc ça c'est le premier. Donc penser éventuellement, après en fait, cette table ronde, voilà, donc à une collaboration en fait, entre l'ensemble des acteurs. Malheureusement, il n'y a pas de politiciens donc, avec nous, mais bon, donc heureusement, mais bon, mais en fait, en fin de compte, elle est là, donc c'est un politique. Donc c'est notre porte-parole, éventuellement, en fait, pour lancer un projet marocain dans lequel il y aura vraiment une plateforme de mutualisation de compétences. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point. Alors, je pense que les enseignants-chercheurs, bon, parfois on est mal casés. Mal casés, peut-être la question tout à l'heure, mal casés pas en fait par la... Ben, dernièrement j'avais une discussion... Mal casés, là, je vais vous... Alors, dernièrement j'ai eu un meeting avec un responsable de transformation digitale de l'OCP. Et puis, je me présente en tant qu'enseignant-chercheur, c'est-à-dire que je fais en fait du R&D. Voilà, vous savez que le R&D au Maroc, c'est quelque chose de banni. C'est-à-dire que vous faites de l'R&D, ça veut dire qu'il y a le risque, il y a l'échec, et c'est pas 80% d'échec de ce que vous allez proposer comme solution. Voilà, donc, et puis dès qu'ils savent que voilà, donc vous venez de la recherche, ils vous mettent dans une case. Donc voilà, vous allez prendre un peu de la poussière. Voilà, donc c'est ça mal casé, voilà. Donc, alors je pense qu'il faut essayer de sortir. Il faut essayer de sortir malgré en fait ces obstacles. Il faut essayer par exemple de lancer des spin-offs des laboratoires de recherche pour pouvoir valoriser ce qu'on fait. On développe pas mal de choses et il faut les valoriser, voilà. Donc alors je reviens à la première question qui a été posée. Donc je retiens dans la question en fait deux choses. Vous avez parlé de l'éthique sur deux volets, l'aspect répartition et équité en termes de répartition, c'est-à-dire que les faibles ils seront toujours faibles et ceux qui ont le pouvoir, malheureusement, jusqu'à maintenant c'est comme ça. Voilà donc d'une manière générale. Et la chose est en train de s'accentuer avec l'intelligence artificielle. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle s'appuie sur la data. Et malheureusement, nous, on génère de la data, mais on ne possède pas la data. Donc on n'a pas de données, on la génère. Donc elle est ailleurs, en fait, stockée sur le cloud, valorisée par des acteurs. D'accord? Bon, comme a dit Césaire tout à l'heure, donc on n'a pas le choix. Il faut y aller. Il faut y aller. Donc ça, c'est un chantier qu'il faut vraiment ouvrir au Maroc. Il faut essayer de développer des compétences, lancer des projets, etc. Alors, deuxième point,
vous avez parlé éventuellement de rôle de l'enseignant-chercheur ou des scientifiques d'une manière générale. Alors, le rôle de l'enseignant-chercheur, c'est pas de s'assurer comment en fait ce qu'il développe au niveau de laboratoire va être appliqué ailleurs. Notre rôle, c'est d'apporter des solutions, c'est de poser des questions, c'est de répondre à des problématiques et de proposer une solution pour ces problématiques, mais par la suite, c'est le marché, c'est l'économie. Donc je peux développer par exemple moi une solution qui, pour une application dans un domaine, mais par la suite va être appliquée par exemple en guerre. Bon, mais voilà, donc on n'a pas malheureusement en fait ce choix, ce pouvoir de poursuivre en fait la valorisation de notre travail jusqu'au bout. Voilà, donc merci. Je rappelle juste qu'il y a un classement qui vient de sortir et en fait le master en intelligence artificielle, big data, etc., le mieux classé au monde, il est à Kigali, au Rwanda. Donc, je veux dire, c'est vraiment une opportunité. Alors peut-être que la prochaine application qui va révolutionner l'agriculture, c'est celle de Sahsouni. Je pense qu'il y avait quelques questions. Merci Salah. Alors, avant de revenir sur les points discutés par mes collègues, alors je réponds à la question posée par mon collègue Shihab sur l'étude, est-ce qu'il y a des variétés, est-ce qu'il avant, au départ, comme vous savez, c'est une idée. Mais avant d'aller vers la concrétisation de l'idée, donc une étude doit être faite. Donc on a fait une étude sur les différentes variétés de tomates qui existent. Et plus que ça, on a fait une étude sur les différents types de maladies qui existent aussi. Parce que vous ne pouvez pas monter une application comme ça. Bon, deux études étaient faites comme ça. Bon, les différentes classes qu'on a citées des maladies qui existent, on a cité les maladies les plus fréquentes, si vous voulez. Donc, deux études ont été faites avant d'aborder donc le côté technique. Donc, l'étude sur les variétés des tomates qui existent, sur les différents types de maladies. Le choix aussi de tomates n'est pas aléatoire aussi, parce que le Maroc, c'est parmi les pays les plus qui exportent beaucoup de tomates. Et c'est pour cela donc l'étude. Donc on a l'application qui peut tourner pour les différents types de plantes, mais on a commencé par les tomates parce qu'on a arrivé à avoir les données. Par la suite, là où il y a le problème de données, mes camarades ils ont parlé qu'on produit les données, mais on n'a pas les données parce que on parle de l'idée. On essaie de schématiser, de dire voilà qu'est-ce qu'on fait. On parle des données idéales, mais la réalité, c'est-à-dire la question pose sur les données accessibles. Donc l'idée, concrétiser l'idée, on a besoin des données idéales, mais est-ce qu'on a l'accès à ces données idéales ou pas? Donc c'est pour cela on revient à monter, c'est pas à monter la barre, mais à faire l'inverse pour chercher ce qu'on appelle les données accessibles. Donc vous voyez, donc les données n'ont pas de sens. Par exemple, on parle des données, les données ça peut être exister, mais on parle des données traitées et étiquetées, parce que peut-être les banques elles produisent assez de données, mais ces données ne coûtent rien en fait au niveau pour établir des modèles de classification, des modèles de prédiction, quoi que ce soit. Quoi que ce soit les données que vous avez, donc il faut un expert qui passe sur ces données pour avoir des données utilisables, pour monter des modèles. Alors maintenant, l'assurance aussi, donc elle a parlé que l'assurance elle produit des données. On a des données bien sûr, mais ces données pour qu'elles soient exploitables dans l'apprentissage automatique ou l'apprentissage profond, ça doit être passé par un expert qui doit générer pour nous donner les décisions plutôt. Donc les données, on a les champs, tous les champs. Mais ce qui manque, c'est le champ de variables cibles. C'est le champ qu'un expert qui doit passer cas par cas pour faire les études pour vous produire. Alors les données ne vaut rien, ne sont pas pré-traitées, ne sont pas prêts à être utilisées. Sur la question de Madame sur la personnel, non personnel, je dirais que surtout les challenges. Alors Ahmed ou Mohamed ou Ada, ça ne vaut rien pour l'établissement d'un modèle. Ça ne vaut rien. Tu es né à Fazoula, Agadir, ça ne vaut rien pour le modèle aussi. Il y a assez. Donc, le côté information personnelle, ça ne vaut rien pour établir
pour l'intelligence artificielle ou pour l'apprentissage automatique. Et comme ça, lorsqu'on, par exemple, les challenges, on essayait de lancer des challenges, donc il y a une partie qui est codée, c'est-à-dire on essayait de faire des codes, les noms, on essayait de coder juste pour rappeler pour le cas de test. Mais la partie, tout ce qui est toute la partie formation personnelle, c'est masqué, donc c'est inutilisable. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de faire donc une application sur les banques pour dire est-ce que la personne va être, on va octroyer le crédit ou pas. Alors que veut dire bon Ahmed ou Mohamed ou là mais ce qui m'intéresse, c'est les transactions qu'il a fait, c'est l'historique, c'est l'historique en fait des clients. Et ici pour cela on met un client X. Par exemple, si vous avez vous avez l'occasion de voir donc des études de cas sur des banques ou d'assurance, toute la partie personnelle c'est caché. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je reviens sur la question juste posée par l'étudiant sur est-ce qu'il y a de risque ou il n'y a pas de risque. Alors comme je mets l'accent sur la remarque faite par mes camarades que toujours il y a des avantages, il y a des inconvénients pour n'importe quelle technologie. Mais je peux aller plus loin. Donc si on parle de l'intelligence artificielle qui peut, on n'a pas encore, parce que n'est pas encore développé, pour le Maroc on est en train de commencer, alors on commence à poser cette question, la question est légitime, mais je peux aller plus loin. Alors la bombe nucléaire, elle existe là, elle existe depuis longtemps, et pas mal de gens ont parlé sur le risque de bombe nucléaire. Je dirais que la bombe nucléaire c'est le plus sécurisé que le calage. Donc vous voyez, donc même si le risque qu'elle présente, elle est bien sécurisée, elle est là, mais le problème c'est que si on parle de l'avantage des nucléaires, donc la production de l'énergie, ainsi de suite. Donc certes, l'intelligence artificielle, il y aura des inconvénients, mais les avantages sont plus que les inconvénients. Voilà, donc merci. Alors, je retiens juste une chose, il vaut mieux avoir un algorithme moyen et beaucoup de données qu'un très bon algorithme avec pas de données du tout. Et donc, ça rejoint la question de la collaboration université-entreprise, parce que d'un côté, on a la donnée, et de l'autre, on a les algorithmes. Donc, c'est peut-être... de toute façon, le débat va être ouvert. Juste pour sur le point, c'était pas... sur qu'est-ce qu'on nous faut pour établir donc, des startups, ainsi de suite. Ce qu'il nous faut, c'est ce genre de forum qui fait rencontrer les gens du secteur privé, des professeurs, ainsi de suite, et comme ça, donc on fait une histoire. Justement, c'était le but de l'intervention de Cézohir. Où est-ce que ça coince? Qu'est-ce qu'il faut faire des deux côtés? Ne coinçons rien. Pour moi, aujourd'hui, c'est pour ça, entre parenthèses, que j'ai, avec grand plaisir, accepté l'invitation du professeur Bounavitz. Je pense que, voilà, moi j'ai proposé 3 ou 4 pistes d'action. Je suis prêt à accueillir des doctorants pour travailler sur ces sujets. Alors, je vais les répéter. Un annuaire des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau de l'université. Et un annuaire collaboratif où les gens peuvent proposer, ajouter, etc. Deuxièmement, un socle common data où les gens peuvent anonymiser leurs données et les soumettre éventuellement à l'université pour travailler dessus. Troisièmement, un générateur de chatbot, ça peut être utile. Bon, c'est un truc qui peut être utile aussi dans ce. Et c'est des sujets, à mon sens, concrets que le centre peut porter, que l'INSEAD peut porter, que d'autres écoles peuvent porter, et dans lesquels on peut faire collaborer. Donc sur ces projets, qui sont des projets de base de cette initiative nationale, on peut les faire porter par une collaboration donc, entre l'université et l'entreprise. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je fais appel aux étudiants pour dire on est prêt à accueillir des étudiants de l'INSEAD en stage sur ces sujets, on est prêt à accueillir des doctorants sur ces sujets. Et encore une fois, avançons pas par pas. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont conscientes stratégiquement de l'importance du sujet. Je vais citer quelques-uns, mais par exemple, Serachid représente un des organismes, mais je peux aussi en citer des gens comme CIH, par exemple, où j'ai vu le PDG qui avait parlé à un certain moment même de mettre en commun des données de la banque avec des données d'un opérateur ou des données de la banque avec des données d'organismes publics. Encourageons ces initiatives, faisons ramener ces gens-là au niveau de l'université pour pouvoir profiter de cette ouverture qu'ils sont en train de présenter. Alors, juste peut-être deux petits points, si tu permets, c'est ça là.
qui sont importants par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Effectivement, on a un problème, c'est que la donnée, on l'a pas. Mais il y a beaucoup de petites initiatives. Je vous donne un exemple, le CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. La plus grande arnaque de l'histoire. Aujourd'hui, quand vous saisissez, quand vous remplissez des données de CAPTCHA, vous êtes en train d'étiqueter des données gratuitement pour Google. Que ce soit pour de la reconnaissance faciale, que ce soit pour de la reconnaissance d'écriture, que ce soit pour de la reconnaissance d'images ou d'objets. Ben, pourquoi aujourd'hui les organismes publics et les organismes privés nationaux ne mettent pas en place un CAPTCHA national? Donc on peut avoir... Alors j'ai parlé aussi du système d'étiquetage, parce que ce que dit Yassouni est tout à fait vrai. L'étiquetage est fondamental. Pourquoi aujourd'hui on a du temps chez nos étudiants, etc. Pourquoi ce temps ne peut pas être exploité pour étiqueter de la donnée aujourd'hui qui existe? On met en place une plateforme, il y a, je vous donne un exemple, des photos de maladies, que ce soit pour les plantes ou pour les humains, faire en sorte que des gens, je sais que sur certains sujets il faut des experts, mais il y a des sujets qui ne nécessitent pas des experts. Dire qu'il y a une bicyclette dans une photo, ça on n'a pas besoin d'experts. Dire que dans une photo il y a un être humain, etc. Enfin, donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, moi, à mon sens, on peut mettre en place des plateformes assez rapidement. On peut pousser et travailler avec les gens qui sont vraiment aujourd'hui engagés pour collaborer. Alors, juste un dernier point par rapport à l'histoire de maladie. On a lancé un projet justement avec AgriData, donc avec Mohsin, qui est un projet d'un réseau social dans le domaine de l'agriculture qui s'appelle Instagri. Donc, c'est une application mobile qui permet aux agriculteurs de poser des questions à des consultants justement avec des photos. Donc, c'est comme Instagram, mais dans le domaine de l'agriculture. Ça s'appelle Instagri ou Biagri. Donc, les gens envoient des photos et les consultants vont quelque part les étiqueter en disant ça correspond à telle maladie. Ben, ça peut être aussi un input pour le projet. Voilà, donc moi encore une fois, sincèrement je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence ici, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de capacité de travail et donc d'intelligence collective. Faisons en sorte sur 3 ou 4 projets concrets et avec les gens qui sont prêts à jouer le jeu de faire le nécessaire. Je prends une question dans la salle. Merci. C'est beaucoup plus un partage de réflexion qu'une question. En fait, notre collègue italien ce matin, il a donné une phrase très concise pour arrêter tout dilemme en rapport avec cette histoire d'éthique. Il a parlé de légitimité, au lieu d'éthique ou d'idéologie. Donc une fois la légitimité est là, donc il faut avancer, il faut foncer, avancer. Le seul truc, c'est qu'il faut rester un peu vigilant sur le plan, je dirais même scientifique, dans le sens où le design solution based on l'analytics data risque de nous laisser, comment dirais-je, d'éviter certains trajets qui peuvent être très enrichissants. Je donne un exemple très simple. C'est celui de la crypto. Bon, la crypto avec son évolution vers la crypto quantique, voire même les édifices quantiques. Ça, c'est le flair, c'est l'intuition, c'est le génie de l'être humain. D'accord, il ne se base pas seulement sur un process d'analyse, de collecte et d'analyse très intelligente des données. Et du coup, il faut rester toujours avec un feeling de respectant, voire même vénérant la formulation. Et du coup, l'équation mathématique, ou voire même parfois qui peut relater du monde empirique, peut s'avérer d'une grande importance. Donc voilà, c'est surtout ça que je voulais partager comme réflexion. Par contre, j'ai une petite question technique, au-delà de la précocité du diagnostic, qui est tout à fait palpable au niveau de collègues Sony par rapport à ces maladies de plantes. Il faut peut-être aller hors d'offre. Je suis resté un petit peu à ma fin dans la mesure où vous avez parlé juste de l'identification, alors que la finalité du process, c'est le côté thérapeutique, donc le suivi dynamique du thérapeutique. C'est surtout ça. Et une question technique, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de la relater tout de suite. Je travaille en chimie thérapeutique avec le réseau de neurones, mais à convolution, peut-être qu'il faudrait m'apprendre le différencier entre les deux. Peut-être on y reviendra après. Je pense que ça fera un très bon lien pour que vous puissiez continuer la discussion après. Il est déjà 18h passé, et puis on est là depuis 9h du matin. Je pense que... non, je vais revenir
je vais revenir vers Sir Rachid Baharbi, justement pour sauter sur cette opportunité de collaboration entreprise, organisme de recherche publique. L'OSIM, elle peut très bien jouer le rôle d'un certifiant des deux côtés, c'est-à-dire certifiant la bonne volonté de l'entreprise et certifiant la bonne foi des universitaires. Et je pense qu'il y a besoin, je veux dire, mon expérience personnelle fait que les bonnes volontés existent des deux côtés, mais il faut du câble de cuivre pour que l'électricité, la fibre optique maintenant, pour que l'information passe. Et donc je pense que c'est le rôle d'associations et d'acteurs tels que l'OSIM aujourd'hui. Donc, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que bon, Zouhair, il fait partie de la commission scientifique de l'Innovaiti, qui est à sa 9e édition en 2018. C'est un concours organisé et qui fait participer plus de, je crois, 8 à 9, c'est ça, 9 équipes l'année dernière. La dernière fois, c'était 9. Il y avait 13. Oui, avec ça. Les finalistes, c'était 8, je crois, ou 9. Il y a eu 3 finalistes. Il y a un premier prix qui, je crois, c'était à 70 000 dirhams. Deuxième prix, c'était 30 000, 20 000. Donc, c'est une opportunité pour les ingénieurs. Donc, une vraie opportunité. Maintenant, le premier prix, il a eu la chance et l'honneur d'être parrainé par 3 sociétés durant les assises de l'OSIM. Il y a une société qui lui a donné juste carrément la plateforme gratuitement. Un data center, c'est, je sais pas la peine de citer, je crois les noms, c'est en fait un data center qui lui donne la possibilité d'héberger sa solution gratuitement. Un deuxième, il y avait 2 autres sociétés qui l'ont parrainé sur autre chose, sur d'autres. Donc de toute façon, c'est un appel pour les étudiants, pour pour nos ingénieurs. En 2019, on va le lancer à partir de janvier-février. Donc il y a M. Khtissi qui est toujours avec nous. C'est ça, là, je crois, il va rejoindre aussi la commission scientifique cette année, Inch'Allah. Donc c'est un appel. Et parmi les choses qui sont vraiment dans le concours, c'est on sort avec des proof of concept, c'est-à-dire on voit l'application, c'est pas des choses théoriques, donc on touche l'application. C'est vrai, il y avait 3 gagnants, mais même les autres, normalement, leur projet c'était magnifique. Je me rappelle du projet de la santé, il y avait une application de santé. Une plateforme pour la gestion de e-patients. En fait, voilà, comme a dit Salah, c'est parmi les actions de la vision OSIM qui va faire ce pont-là entre l'université et les entreprises. Il est temps de remercier nos intervenants. Il est temps aussi de remercier le public qui est resté avec nous jusqu'au bout de la journée. Je remets la parole à professeur Bouchaïb Bounabed, directeur du centre Rawa IT Center et puis instigateur, organisateur de ces événements bien avant que le centre soit créé. Merci à vous. Merci. Pour clore... Voilà, donc, au fait, c'est 2 semaines d'intelligence artificielle qui viennent de se finir. Mais je peux vous assurer qu'il y a 3 jours pleins de savoir, 3 jours pleins d'initiatives, mais il y a eu 2 mois quand même de préparation. Je peux vous assurer que j'ai beaucoup appris au niveau de l'intelligence artificielle, mais surtout aussi au niveau du réseau qui existe. Il y a un véritable réseau. Je crois que là, le Rabat IT Center, bien sûr, je remercie l'INSIAS, je remercie l'université, je remercie les gens de la logistique, la comptabilité, les responsables de la communication. C'est un travail qui a été fait avec peu de moyens, mais avec beaucoup de compétences. Les compétences, on les a, il suffit simplement d'avoir la grande volonté. Et je crois que cette volonté est en marche parce que nous venons de créer une histoire commune. En ce qui me concerne, lorsqu'il s'agira d'un projet de système d'information, d'un projet d'intelligence artificielle, bien sûr pour le développement,
ça ne pourra pas se faire sans les personnes qui sont intervenues la semaine dernière, ceux qui sont intervenus aujourd'hui, les partenaires, que ce soit associatifs, publics, privés, etc. Et donc je vois qu'il y a un potentiel, un grand potentiel qu'il faudra bien sûr mettre à contribution et mettre à profit. Je remercie aussi mes étudiants et mes élèves, les doctorants, les chers collègues, les partenaires. Et je vous donne rapidement rendez-vous à d'autres manifestations. Il va y avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un hackathon. On va essayer de faire un hackathon en intelligence artificielle dès la rentrée, Inch'Allah, 2019, dès la rentrée janvier 2019. Voir quelque chose vraiment de grandiose. Il faudra aussi ramener les grands comptes. Il faudra ramener les grands comptes pour parler de ça de manière, donc les yeux dans les yeux, avec des responsables. Parce que ça ne va pas simplement que de nos projets de recherche ou bien de la réussite professionnelle de nos lauréats. Ça y va de l'avenir et du futur de notre pays. Vous voyez très bien, soit on monte dans ce train. On a déjà raté, je l'ai dit plusieurs fois, bon, on n'a pas raté heureusement la révolution agricole, mais ça date de 5000 ans. Bon, on a raté la révolution industrielle. La révolution nucléaire nous est interdite. La révolution numérique, personne ne pourra l'interdire. Et la révolution digitale, bien sûr, on est dedans. On est dedans. Ce genre de manifestation, sincèrement, ça m'a toujours boosté pour donner encore plus. Je sens, même si je suis un petit peu fatigué maintenant, mais je sens que je suis plein d'enthousiasme et on va essayer tous de communiquer cet enthousiasme à nos futures générations et aux équipes qui existent. Il faudra qu'on travaille ensemble, je le dis, je le répète, l'INSIA, SLIMI, l'INSIA, la faculté des sciences, etc. Dans le centre, on en a quand même l'INSET, on a quand même l'INPT. Ben, l'INPT, c'est des cousins germains, c'est vraiment, ils sont toujours là. Voilà, c'est comme, voilà, c'est frères jumeaux. Voilà, c'est comme les deux autres. Voilà, donc je remercie tout le monde et je vous donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah.